Nous parlons dans Lady vous écoute de l'État islamique, des femmes et des pays du Maghreb. Voilà une réalité que personne n'ose aborder dans cette spécificité-là. Tout le monde en parle de manière globale et généralisante et nous avons souhaité faire un petit point sur la réalité, les répercussions de la présence de l'État islamique dans les pays du Maghreb sur la personne des femmes aussi. Bien sûr, nous ne parlerons pas que des femmes, nous parlerons du reste, c'est-à-dire des hommes. C'est le 8 mars qui fait cela. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau Madame Malizi Saïd Solihi. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes conseillère déléguée, conseillère municipale à Marseille. Et avec nous sur le plateau, Monsieur Jean-Baptiste Arelimana. Bonjour. Bonjour Madame. Vous êtes le président du conseil d'orientation de l'Institut Mandela. Institut Afrique Monde. L'Institut Afrique Monde, me suis-je trompée? Pourquoi j'ai dit Institut Mandela? Parce que oui, ils nous ont... Parce que vous travaillez ensemble. En binôme Tout pour à la fait, conférence. exactement. Vous travaillez en binôme pour cette conférence. Alors parlons de la conférence déjà. Qui est-ce qui veut commencer? Allez-y, je vous prie. Alors donc aujourd'hui nous avons une conférence cet après-midi qui concerne donc la conférence sur l'Afrique du Nord face aux menaces donc de l'organisation internationale donc de l'État islamique. Donc ça commence à 14h jusqu'à 18h. Pourquoi cette conférence? Donc on a constaté que depuis un certain moment, une montée en puissance donc, du terrorisme, on a voulu focaliser sur la région donc, du Maghreb pour pouvoir comment les solutions qui sont apportées aujourd'hui sont efficaces ou inefficaces. Cette conférence, au moment où nous diffusons, parce que nous sommes en enregistrement, au moment où nous diffusons cette émission, a donc déjà eu lieu. Cependant, la réalité de l'État islamique, hélas, des femmes du Maghreb, des habitants, perdure. Et j'aurais souhaité que nous puissions aussi parler de cela. Je le disais au début de cette émission, madame. Oui, alors je voudrais cependant apporter une petite précision Allez-y, je vous prie. et replacer les choses dans leur contexte. Ces conférences sont organisées par l'Institut Mandela qui a trois objectifs essentiels. C'est promouvoir l'action en Afrique, sensibiliser aussi et informer tout en proposant des solutions. Donc depuis un an déjà, nous organisons plusieurs conférences. Il y en a eu sur la situation aux Comores, sur la situation en Libye, à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, nous organisons une conférence spécifiquement sur les questions, ou du moins l'influence de l'État islamique au Maghreb, c'est-à-dire en Afrique du Nord. Voilà, c'était pour expliquer un peu le contexte. Absolument. Et qu'est-ce qui a motivé le choix de ce sujet d'ailleurs? Effectivement, on s'est rendu compte que la montée en puissance donc, de l'État islamique sert le destin de l'Afrique. Et nous avons cherché à comprendre non seulement la phénoménologie de ce phénomène, mais aussi les mamères du ciel, sinon les forces de vivification de ce phénomène, en commençant par les États les plus concernés. L'Afrique du Nord constitue aujourd'hui une plateforme qui sert le destin aussi de l'Afrique, et les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, donc, nous verrons chaque État porte ses solutions, et ils sont à la fois fragmentés, mais aussi incohérentes. Nous avons invité des spécialistes sur les questions à la fois du Maghreb, de la France et de l'Afrique subsaharienne. Pensez-vous, madame, que le positionnement, ou plutôt la question, mérite d'être posée selon la thématique qui est la nôtre, à savoir, et les femmes dans tout cela? Bien sûr, je pense que l'actualité, hélas, nous donne raison. Le choix des conférences dépend aussi beaucoup de l'actualité. Là, actuellement, c'est sur l'Afrique du Nord. Bientôt, nous organiserons également une conférence sur le golfe de Guinée, parce qu'on est conscient aussi des problématiques actuelles au Nigeria qui influencent sur le Cameroun, etc. Donc, aujourd'hui, indéniablement, le sort des populations en Afrique du Nord suite à l'influence et à l'arrivée massive de l'État islamique est une question préoccupante. Et les femmes en particulier, parce que nous n'en parlons pas suffisamment, il y a celles qui volontairement vont en Afrique du Nord pour soutenir les djihadistes. Et il y a celles qui subissent, qui sont sur place, qui n'ont rien demandé et qui subissent, hélas, les affres de la guerre. Alors, monsieur, vous avez votre sujet de conférence, c'est vrai, vous voyez bien que là, nous avons souhaité aborder un angle précis. Est-ce que pour vous, c'est pertinent ou est-ce que c'est un caprice de notre part? C'est très pertinent parce que vous savez aujourd'hui, tous les effets dont nous avons, il y a des gens qui sont déplacés à cause de ce phénomène. Notamment, vous savez, actuellement au Cameroun et dans le nord, au Tchad aussi. Donc, Boko Haram a fait partie de ce mouvement qui sont actuellement décentralisés. Donc la pertinence est tout à fait visible et on ne peut se poser que des solutions qu'on peut y apporter. La question restant, pourquoi est-ce que les conférenciers qui font des rencontres de manière solennelle ne proposent pas cet angle-là aussi? C'est bien justement parce qu'ils ne le font pas que nous, on le fait. Oui.
Moi, à titre personnel, j'ai souvent, hélas, des témoignages. Récemment, j'ai eu une mère qui me raconte que sa fille est partie en Libye. Pourquoi? Parce qu'elle va soutenir les djihadistes là-bas, parce qu'elle est allée se marier et elle estime important d'être là-bas pour aider ses combattants. Et hélas, aujourd'hui, il n'y a pas de sensibilisation. Et on ne parle pas suffisamment pour justement aider ces familles qui sont ici en France, qui sont démunies face à ces départs massifs vers l'Afrique du Nord. Alors, quel regard portez-vous sur la radicalisation, car c'est le mot, hein, la radicalisation des populations féminines aussi? Effectivement, la question de radicalisation se pose de manière avec acuité. Nous avons vu beaucoup de femmes effectivement qui accueillent avec enthousiasme le mouvement de l'État islamique et qui vont même aller jusqu'au combat. Bon, la question pour nous aujourd'hui, c'est de voir comment proposer ce genre de déradicalisation. Nous avons un panel qui va porter sur la question. Nous avons invité un journaliste qui a vécu avec les djihadistes et a été en otage pendant quelques mois. Une femme donc, qui va porter un témoignage assez vivant. Donc aujourd'hui, quand on regarde ce mouvement de radicalisation, à ses sources effectivement de manière nourricielle qu'on doit chercher. Et aussi et trouver peut-être, parce que chercher c'est bien, mais trouver c'est encore mieux, non? Voilà, on espère aussi trouver. Mais à ce stade-ci, Oui. n'a-t-on pas quelques pistes de solutions que ce soit, d'explications que ce soit en tout cas? Je pense, Oui. je pense que, en situant les choses encore une fois dans le contexte, ici en France, il est temps que les pouvoirs publics s'intéressent à cette question. Moi, je viens de Marseille, je suis élue à Marseille et je remarque effectivement cette radicalisation. Si on revient 15 ans, 20 ans en arrière, par exemple, nous n'avons pas ce phénomène du port du voile intégral. Or, à Marseille, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il se généralise, mais je vois des filles avec qui j'ai été à l'école républicaine, et qui aujourd'hui portent le voile intégral, qui aujourd'hui s'intéressent à ces combats qui se passent en Afrique du Nord. Donc, il y a un problème dont on ne parle pas suffisamment et dont il serait temps aussi que les pouvoirs publics s'en préoccupent. D'où la question finalement actuelle de la radicalisation. Mais nous, on en parle finalement, on est presque marginaux, j'ai envie de dire. Mais il est temps que de manière générale, d'autres personnes s'intéressent à cette question. Alors, 2 points. Hein. Madame parle de marginalité, mais est-ce que les institutions à Marseille, par exemple, les institutions françaises, hein, pour parler précisément, pas seulement à Marseille, sont associées à vos rencontres? Est-ce que c'est un cercle de réflexion entre afro-descendants, comme le veut l'expression, heureuse ou moins heureuse? N'est-il pas opportun d'associer les pouvoirs publics français, puisque tout cela se passe en France tout de même? Effectivement, nos 2 institutions, donc l'Institut Afrique Monde, que je pilote, et l'Institut Mandela, qui sont déjà une institution, effectivement, travail sur les problématiques africaines, mais ils associent de manière pérenne donc, les autorités à la fois françaises et même européennes. Aujourd'hui, nous avons invité l'ancien ministre, donc Olivier Stirn, donc qui va toujours le même, effectivement, bon, qui s'intéresse. Non, mais parce que, alors, pardonnez-moi, avec tout le respect que je dois à M. Stirn, que nous avons d'ailleurs reçu, dans les rencontres des gens de la diaspora, c'est toujours lui que l'on va solliciter, alors que. Par ailleurs, il y a quand même l'actualité politique en France. N'est-il pas opportun aussi de faire cet effort-là? Vraiment là, je vous fais répondre. Est-ce qu'on le sollicite ou est-ce que c'est parce que c'est celui qui s'intéresse le plus à la question? Est-il vraiment le seul, en ce bas monde français, à s'y intéresser tout de même? Si a-t-il une incidence sur comment les choses s'articulent? Encore une fois, avec tout le respect que je lui dois, mais il faut quand même dire ce qui est. Il y a des hommes politiques qui sont en politique, on les connaît tous de nom. Pourquoi ne pas faire l'effort aussi de sortir de sa zone de confort avec M. Olivier Stirn, dont vous disiez absolument qu'il s'y intéresse? Ne faut-il pas aller vers celle des personnes qui ne s'y intéressent pas encore pour les solliciter puisqu'elles sont en politique? Je vous rassure, par exemple, nous avons récemment établi certains contacts avec M. Bourlot parce que nous connaissons son engagement actuel pour l'Afrique. Sachez que nous essayons d'associer au maximum tous les décideurs. Et le fait que, par exemple, certaines de nos conférences soient organisées à l'Assemblée nationale démontre justement cette volonté d'associer le plus grand nombre. Et nous avons, par exemple, des parlementaires qui acceptent de nous parrainer. Aujourd'hui, Dominique Tian, député des Bouches-du-Rhône, a accepté de nous parrainer parce qu'il estime lui aussi que ces questions liées au terrorisme et à la sécurité en Afrique sont importantes. Donc, petit à petit, nous ouvrons quand même au maximum, nous espérons toucher le maximum.
Alors, Madame évoquait tout à l'heure en disant j'étais à l'école républicaine avec une telle personne qui aujourd'hui porte le voile. Pensez-vous, monsieur, que l'école soit le cadre où on puisse avoir un impact sur la vie privée des gens? L'école, c'est vraiment un cadre idéal pour pouvoir infuser donc des valeurs républicaines, mais à la fois des valeurs de tolérance. J'étais choqué il y a quelques mois, je suis avocat, une étudiante qui venait dans un cours parce qu'il portait le voile, pas intégral, mais c'est un voile. Un enseignant avocat, il est sorti de la conférence. Bon, ça a soulevé un tollé de colère de toute l'administration des avocats. Ce qui montre que même à l'école, on n'est pas à l'abri de ces questionnements. Même les millions sont censés avoir beaucoup atteint un niveau À l'université, en l'occurrence, ou à l'école C'était une école générale, mais c'était l'école des avocats. D'accord. Donc c'est à la fois un cadre assez adéquat pour porter ces valeurs. Mais Alors, aussi, quel est votre avis sur cet épisode, justement? Bon, mon épisode, donc, dans le sillage, j'ai organisé une conférence sur la question de liberté d'expression. Vous réglez tout à coup de conférence. Bon, en Ouais. premier lieu, j'ai invité le bâtonnier. Donc, c'est la question. On a organisé une conférence au Centre Sèvres. On avait invité des ministres, effectivement. Vous aviez le ministre de l'Éducation. Il n'était pas disponible ce jour-là pour montrer qu'on associe aussi les autorités françaises. Notre positionnement, nous avons lancé dans ce siège-là un atelier sur le dialogue interreligieux et de pluralisme religieux pour porter la voix de l'Afrique et sa vision. On le fera prochainement aussi à l'UNESCO. Donc, ce qui nous mobilise, et notre vision, effectivement, c'est que l'école soit un milieu où on puisse davantage prendre en considération toutes ces valeurs de tolérance. Pardonnez-moi d'insister lourdement. Alors, quel est votre avis sur ce point-là? Êtes-vous d'avis qu'on puisse porter le voile à l'école générale? Vous disiez, qu'est-ce que c'est l'école générale pour la meilleure compréhension de tous ces L'école, la droits-là? loi permet de porter le voile. Parce que ce que l'on sait, c'est que l'école républicaine, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller à l'école primaire, maternelle ou quoi que ce soit avec le voile. Par contre, jusqu'à présent, à l'université, on pouvait. Aujourd'hui, il y a en effet cette actualité qui dit qu'on ne devrait plus. Et là où j'essayais d'obtenir votre... En tant qu'avocat, en tant qu'université, la loi qui est applicable aujourd'hui qu'à l'université, on peut porter le voile. Et ça, c'est clair, c'est unanime. Vous avez la parole, madame. Je pense que le port du voile à l'école primaire, collège, lycée, etc., au moment où se forme encore l'esprit, il y a une loi qui l'interdit clairement, ça, et c'est normal. C'est normal. Maintenant, vouloir l'interdire dans l'enseignement supérieur, à un moment où déjà l'adulte a déjà décidé, a déjà choisi réellement quelles sont ses préférences religieuses, je pense que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire d'aller au-delà des textes législatifs actuellement en vigueur. Alors, sur ce point que vous évoquiez tout à l'heure en disant j'ai été à l'école avec une telle personne et aujourd'hui elle porte le voile, je vais réitérer Intégral, la question. je précise. Oui, d'accord, mais la question que je posais à monsieur est la suivante. Pensez-vous que l'école soit un cadre qui permet d'impacter la vie privée des gens par ailleurs? Il y a ce qu'on apprend à l'école, en effet, que l'on respecte à l'école, en effet, mais une fois que les gens sont rentrés chez eux, sont sortis de l'école, rentrent-ils chez eux avec l'école? En réalité, normalement, l'école était le cadre parfait pour enseigner et diffuser la valeur de laïcité. Donc, normalement, en sortant de l'école, on ne devrait pas, même dans le cercle privé, j'ai envie de dire, revenir là-dessus parce que ça devrait être des acquis. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ce ne sont pas des acquis. Alors, la question serait peut-être, est-ce que l'école a failli ou est-ce qu'il y a un autre problème encore plus important derrière? Bon, ça, c'est un tout autre débat. Alors, est-ce que l'école a failli? L'école peut-elle emmener les élèves, une fois rentrés chez eux, à, je ne sais pas, à manger comme on mange à la cantine ou à se comporter comme on se comporte à l'école? Monsieur parlait, avocat de son État, sur un aspect de liberté. C'est ce que vous essayez de dire que vous n'avez pas dit. Comment la gérer, cette liberté-là? Effectivement, bon, comme vous le soulignez, l'école, c'est un moment où on donne des valeurs et qui impacte et détermine les actes de la vie quotidienne. On ne peut pas abandonner à la sortie de l'école tout ce qu'on a appris. Il y a des valeurs, il y a des connaissances, il y a des pratiques, effectivement. Bon, la vie privée se situe aussi en famille et dans la vie quotidienne. Sur la question précise donc de conviction personnelle ou religieuse, l'école a cette obligation de neutralité et de laïcité, comme il est souligné, mais ça influence la manière de le percevoir dans de nouvelles lunettes. C'est lui qui a été à l'école, il parvient à confronter toutes ces visions et il puisse donc
reformater, si on veut dire, comme ça, donc sa vision de la chose. Nous avons à l'UNESCO sur cette question le 17, le prochain mercredi, c'est la question de l'école et la laïcité et le vivre ensemble. Madame la ministre de l'Éducation sera présente. L'école n'a pas vocation à influencer sur le choix des religions, mais juste à propager cet esprit de laïcité. Mais une fois que c'est propagé, que c'est respecté, parce que chaque élève a bien compris qu'à l'école, on ne porte pas le voile, en l'occurrence, hein, c'est de ce dont nous parlions, mais une fois que l'élève rentre chez lui et que sa vie continue, vous l'avez constaté, la vie continue comme elle veut pratiquement. Mais ce qu'on a tendance à oublier, j'en reviens toujours, moi je parle du voile intégral, Oui. pas du port du voile, Oui. parce que je ne suis absolument pas contre le port du voile. De manière générale, je suis de confession musulmane de toute manière. On a tendance à oublier que le port du voile intégral n'est pas un vêtement cultuel, c'est un vêtement culturel, propre à certains pays uniquement. Et d'autres font l'amalgame. Et même les jeunes femmes qui le portent ont tendance à dire que c'est un vêtement culturel, or c'est faux. C'est un vêtement culturel. Alors, au-delà de ce port du voile, parce que si nous parlons de l'État islamique des femmes du Maghreb, pas des femmes au Maghreb, mais des femmes et des pays du Maghreb aussi, ou d'origine des pays du Maghreb, c'est qu'il y a cette réalité-là, la culture, le culturel et le cultuel se superposent. À un moment, il y a la question du repli identitaire, souvent qui est évoqué, mais ce repli identitaire, parfois, est-ce qu'il tombe comme ça du ciel ou est-ce qu'il y a un terreau dans la société qui fait que, à vos avis respectifs? Il y a un terreau. Je pense qu'il y a un problème, ce que je disais précédemment, et qu'on ne cherche pas à savoir pourquoi. Cherchons donc ensemble. Nous avons encore une petite dizaine de minutes. Je ne sais pas si on pourra répondre à cette question-là. On pourrait commencer à trouver. Il y a un problème. Vous remarquerez que cette problématique-là a pris surtout naissance dans des quartiers difficiles. Je pense que c'est aussi lié à la ghettoisation, qui est finalement le résultat des politiques qui se sont succédées, gauche comme droite. Il faut faire un mea culpa de toute manière générale. Il faut déjà commencer à chercher de ce côté-là. Et s'il y avait davantage de mixité sociale, s'il y avait davantage finalement de lien social, peut-être que nous n'arrivions pas là. Il y a certaines personnes, parfois à raison, qui s'estiment stigmatisées, qui s'estiment à la marge finalement de la société française, et oui, il y a un repli. Maintenant, il faudrait combattre ce repli, et c'est commencer en favorisant la mixité, en créant du lien social, etc. Mais encore une fois, c'est un trop grand débat pour pouvoir le traiter en quelques minutes, mais il y a un problème, il faut le traiter. Alors, très bien, au-delà, nous rassurons nos téléspectateurs, nous ne voulons pas justifier, mais expliquer. Alors, une fois qu'on a expliqué qu'en effet, il y a socialement quelque chose qui fait que, ne peut-on pas revenir sur d'autres considérations? N'a-t-il pas une responsabilité de chaque individu, quel que soit son pays d'origine ou le pays d'origine de ses parents, à prendre la responsabilité de vivre les choses différemment aussi pour préserver finalement ce qu'est la cohésion sociale? Effectivement, quand on fait une sorte d'archéologie des terreaux qui nourrissent ces formes de radicalisation, on voit quand même qu'il y a une sorte de responsabilité à plusieurs niveaux, à la fois individuelle, mais aussi à un niveau plus collectif. Il y a des États qui, par moments, financent ou animent ces formes de radicalisation, mais aussi des individus qui sont prêts ou enclins à aller dans ces mouvements. Donc, vous soulignez la question donc, de l'éducation, mais aussi de responsabilisation. Bon, ça, c'est tout le débat. C'est tout le débat auquel donc, nous travaillons tous les jours pour essayer de porter certaines solutions. Alors, cela vous interpelle-t-il que les femmes se positionnent, parce que souvent, quand il y a une actualité, ma foi, elle se vit telle qu'elle a été initiée, elle se décline en tout cas souvent au masculin. Mais là, aujourd'hui, on constate, et c'est pour ça que nous en parlons, qu'il y a donc un positionnement des femmes sur cette trame-là aussi. Est-ce que pour vous, c'était inattendu? Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Qu'en pensez-vous? Je ne perçois pas une différence fondamentale entre qu'une femme entre dans cette forme de radicalisation qu'un homme. Bien évidemment, l'historique, les terroristes ont été souvent que des hommes, mais depuis un certain moment, vraiment, on voit une montée en puissance, mais aussi des femmes ce qui explique davantage les problématiques sociales auxquelles donc, nous devons répondre. Alors, cela vous interpelle-t-il, le fait que les femmes dont on dit qu'elles sont les gardiennes du foyer, de la vie, et ceci et cela, le fait qu'elles marquent leur empreinte de manière ferme dans cela, est-ce que ça vous interpelle?
Ça m'interpelle et en réalité c'est une surprise. C'est une surprise pourquoi? Lorsqu'on regarde les générations précédentes, c'est-à-dire nos mères ou nos grands-mères, qui pourtant vivent depuis déjà plusieurs générations en France, il n'y avait pas cette islamisation. Il n'y avait pas, par exemple, ce fondamentalisme. Aujourd'hui, il a lieu sur la nouvelle génération. C'est pour ça que c'est une surprise. Et c'est pour ça que ça nous interpelle. Tant plus ce sont des jeunes filles qui ont fait des études supérieures, qui sont autonomes, émancipées, et pourtant, finalement, elles viennent vers ce fondamentalisme. Donc, oui, c'est une surprise. Oui, ça nous interpelle, bien évidemment. Alors, au-delà de ce qui se passe au sein des populations françaises, on va peut-être parler un tout petit peu de ce qui se passe aussi dans les pays du Maghreb. Vous faites donc une conférence, des conférences, même pas une, sur tous ces aspects-là. Il y a une intersection de plusieurs considérations. Quel regard portez-vous sur le vécu de l'État islamique chez les femmes du Maghreb, au Maghreb donc? Là, nous entrons donc à la fois dans la géopolitique mondiale, mais aussi dans la dynamique de cet État qui est dans un moment précis, que nous savons donc, qui était la lutte contre le terrorisme, notamment en Irak, et qui à un moment s'est configuré et monté en puissance. Aujourd'hui, qui impacte les vies de tous les pays Maghreb en particulier, mais aussi l'Afrique en général et le monde, bien évidemment. Le vécu, bien évidemment, on voit une offre qui est offerte. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes font une allégeance à l'État islamique, ce qui, de manière stratégique, pose des problèmes au niveau des solutions à y apporter et comment vivre avec cette nouvelle forme de terrorisme ou d'intégrisme, si on veut bien. Le vécu est à la fois une sorte de... Nous sommes dans un monde de désenchantement du monde, mais il offre une sorte de solution à ces gens qui sont dans la misère, en quelque sorte, mais pas seulement. Aujourd'hui, donc, il faut s'interroger très sérieusement, prendre au sérieux cette forme de l'État islamique, qui aujourd'hui s'est vraiment terrorisé en un territoire bien précis, et on voit que les politiques, les solutions apportées, c'est le même qu'on a apporté depuis longtemps. C'est-à-dire on va mener une guerre contre le terrorisme, contre l'État islamique. Et ça envenime, si on peut dire Mais ainsi. pardonnez-moi de vous interrompre, tout simplement les bonnes femmes, entre guillemets, pardonnez-moi mesdames, elles sont là, elles sont dans leur vécu, il y a les enfants, le mari, la cuisine, le marché, la copine, la rivale et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'elles ont ces considérations d'ordre géopolitique? Quand vous dites qu'elles font, certaines populations, dont les femmes, certaines catégories de la population, dont les femmes font allégeance à l'État islamique, alors que l'on sait que l'État islamique a des propositions, on va au moins parler de la charia, ou plutôt ne pas en parler car le temps va nous manquer, comment comprendre que est-ce qu'elles font véritablement allégeance ou est-ce que c'est parce qu'elles n'auraient pas le choix? Parce que ce que l'on croit savoir souvent est bien peu par rapport à ce que l'on en sait. Il y a les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a celles qui le subissent et il y a celles qui ont subi finalement un endoctrinement et qui font que elles ne font pas allégeance. Moi, c'est pas le terme que j'emploierais. Je dirais plutôt que finalement elles suivent le mouvement, elles suivent les hommes qui font la guerre, qui vont Elles suivent les hommes qui font la guerre pour avoir la paix, pour être tranquille, parce que sinon il faudrait qu'elles rentrent en conflit avec eux. Hein. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette caricature-là. Elles disent qu'elles sont partenaires, en quelque sorte, et qu'elles ont besoin de les soutenir dans ce combat permanent. Mais c'est pour ça que je dissocie celles qui subissent et celles qui font le choix de suivre ces djihadistes. Entendez-vous la légitimité d'un tel choix, éventuellement? Légitimité, est-ce que ça signifie véritablement... Celles qui sont sur place, est-ce qu'elles ont vraiment le choix? Mais ne pensez-vous pas que parfois, de l'extérieur, hein, j'allais dire de la place parisienne, de la place marseillaise, on ait une mauvaise compréhension de la réalité locale, par exemple dans les pays du Maghreb, et qu'on dise n'acceptez pas ceci, vous ne devriez pas, mesdames, vous laisser faire, alors que peut-être que, et c'est sur ce peut-être que j'interpelle les uns et les autres, y a-t-il un peut-être probable, un peut-être légitime qui peut-être lui-même ait échappé au cercle de réflexion, aux conférenciers et à tout ce qui s'ensuit? Alors, effectivement, on a un cadre de référence qui sont nos principes à nous de la place marseillaise, pour reprendre votre expression. Mais en même temps, dans nos échanges, dans nos débats, dans nos conférences, nous faisons quand même appel à ceux qui ont vécu cette expérience-là. Il y a ceux qui apportent leur témoignage, il y a les experts qui ont travaillé sur ces territoires-là. Donc, il ne s'agit pas juste... Mais les experts, souvent, ils ont une vie d'experts. Hein. Les experts, ils vivent dans des hôtels climatisés avec chauffeur, taxi et tout ce qui s'ensuit. L'expert, je
jusqu'à preuve de contraire, n'est pas dans le fin fond du quartier de quelque pays que ce soit. Quand ce sont des anciens militaires qui ont été sur le terrain... Mais le militaire, il voit les choses de sa caserne, il n'est pas avec les populations, pardonnez-moi d'être... Quand ce sont des responsables du renseignement, etc., donc ce sont des gens quand même qui connaissent le terrain, Normalement. qui l'ont vécu. Oui. Et nous avons beaucoup de témoignages, donc comme il le disait tout à l'heure, mon collègue, vivant, poignant, et qui nous donne un éclairage nouveau et qui nous permet de ne pas se cantonner uniquement à nos œillères. Alors, nous ne nous cantonnons pas à nos œillères non plus. Je voudrais terminer en vous laissant le soin de préciser l'intitulé de la conférence qui a eu lieu, car au moment où nous diffusons cette émission, elle a déjà eu lieu. Quel était donc l'intitulé ? L'Afrique du Nord face aux menaces de l'organisation de l'État islamique. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à notre émission et nous espérons que cela accompagne vos réflexions à vous. Au revoir. Au revoir. Au Merci. revoir.